Chers auditeurs de North Africa Talks, bienvenue à vous dans cet épisode de la 3e saison de votre podcast préféré sur la géopolitique de l'Afrique du Nord. Nous avons avec nous M. Massensen Cherbi, chercheur spécialiste en droit constitutionnel. Il nous accompagnera aujourd'hui pour parler d'une période cruciale de l'Algérie naissante, celle de la rédaction de la Constitution de 1963. M. Cherbi a mis la main sur une version alternative, proposée à l'époque par la Fédération de France du FLN et qui portait un regard différent sur ce que devait être la nature du régime politique en Algérie. Bienvenue à vous, Monsieur Cherbi. Bonjour Atam. Donc, bonjour Massensen, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et expliquer surtout ce qui vous a conduit à vous intéresser au projet de constitution de la Fédération de France du FLN en mai 62? Oui, alors merci pour la question. Donc je suis constitutionnaliste. J'ai soutenu une thèse de doctorat en droit à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas sur les limites du constitutionnalisme algérien qui s'est trouvé coïncider avec le Irak, dont je me suis retrouvé très spécialisé, ce qui posait tout un tas de questions constitutionnelles. Et en réalité, dans mes travaux, qui portaient donc sur la constitution algérienne dans son état actuel, à l'époque, c'était dans l'état de la constitution de 2016, en fait, j'essayais autant que possible de remonter le plus loin possible, c'est-à-dire de remonter jusqu'au débat de l'Assemblée nationale constituante, notamment, que j'avais retrouvé à Aix-en-Provence, et qui mériterait d'être plus connu. Et à l'occasion de ces travaux, j'avais entendu parler, j'avais lu à travers différents articles, différents ouvrages, j'avais entendu parler du projet de constitution de la Fédération de France du FLN. Cependant, très souvent, il ne s'agissait que d'une ligne, d'un paragraphe à tout casser, mais de mentions très rapides, qui faisaient donc référence à un projet de constitution dans lequel il n'y avait pas de président de la République, mais un présidium, un exécutif collégial. Alors là, ça m'intéressait par rapport à la question du présidentialisme qui est très prégnante en Algérie et au Maghreb de nos jours, et puis un projet de constitution, par ailleurs, laïque, qui proclamait la séparation du culte et de l'État, et tout ça, ça m'avait beaucoup interrogé, et j'avais cherché à retrouver le texte même de ce projet. Alors, je ne l'ai pas retrouvé à l'époque de ma thèse, mais je l'ai retrouvé quelques années plus tard, en fait, aux alentours de 2021. Au hasard, en fait, pas au hasard, mais en fait, à l'occasion d'une rencontre avec l'un des 6 rédacteurs connus et le dernier connu encore vivant, qui est Ali Haroun, et qui va me donner des indications qui vont me permettre de retrouver le texte parce qu'elle a été publiée en fait à l'été 1962, et je vais le retrouver donc à la Bibliothèque nationale de France, dans la collection des manuscrits rares, en fait, pour une raison simple, c'est que c'est un manuscrit sensible écrit un peu en papier, publié en papier journal, papier bible, donc il peut très facilement se déchirer. Et là, quand j'ai mis la main dessus, je me souviens, donc j'étais à la Bibliothèque nationale de France, c'était en juillet 2021, j'étais extrêmement ému parce que je tombais sur un texte qui était donc du coup très peu connu, nonobstant quelques rares mentions de ci, de là, mais généralement qui dépassent guère une phrase ou un paragraphe. Et là, je tombais sur des mentions vraiment sur un texte absolument extraordinaire sur les questions d'identité, sur les questions de responsabilité politique, de révocabilité des élus, de collégialité du pouvoir, de subordination de l'armée au pouvoir civil, sur des questions linguistiques, sur des questions de pluralisme, etc. Et donc un projet qui m'a fasciné et pour lequel donc j'ai rédigé un article. Alors ça a mis 2-3 ans à le rédiger, à le publier, que j'ai publié dans la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. À cette occasion, la revue m'a demandé d'aller aux archives pour compléter ce que j'avais écrit. Et là, je vais me rendre dans 2 archives, les archives du Quai d'Orsay, donc c'est les archives diplomatiques qui sont à La Courneuve en France, au nord de Paris, et les archives militaires de Vincennes, c'est les archives du ministère de la Défense nationale français. Et là, à cette occasion, je vais mettre la main sur tout un tas d'archives relatives donc à la Fédération de France du FLN dans la crise de l'été 62, qui vont me permettre en fait de considérablement enrichir ce que j'avais déjà trouvé, c'est-à-dire le texte lui-même, et qui vont me permettre de le contextualiser par rapport donc à l'été 1962. Outre les ouvrages qui avaient déjà paru sur la question, notamment un ouvrage d'Ali Haroun, la crise, l'été de la discorde, qu'il a publié aux alentours de l'année 2000, qui est un classique, qui est un ouvrage très important pour mieux comprendre et mieux contextualiser donc ce projet de constitution.
Justement, dans votre article, vous mettez en lumière des aspects novateurs de ce projet, comme l'égalité entre hommes et femmes, y compris dans l'héritage. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette proposition était si audacieuse pour l'époque et comment elle s'inscrivait dans les débats internes au FLN? Bien sûr, je ne parle pas que de cet aspect-là. Oui, alors cette question du principe d'égalité entre hommes et femmes, bon, c'est une question qui, dans le FLN 1954-1962, est en réalité assez peu débattue, hein. Vous avez une partie, mais très rapide, du congrès de la Soumane qui traite des femmes, et encore en traite-t-il après avoir traité des ouvriers, des paysans, etc., en dernière position, et sans promettre à la femme, une fois l'indépendance acquise, l'égalité, en fait. Et c'est une question donc qui est peu présente, hein, dans les textes du FLN 54-62. Et ce qu'il y a d'original, en fait, dans le projet de constitution de la Fédération de France du FLN, c'est cette insistance sur le principe d'égalité entre hommes et femmes. On le retrouve à plusieurs reprises dans ce projet. Alors, je ne l'ai pas précisé précédemment, c'est un projet de programme qui fait une centaine de pages, dans lequel est inséré un projet de constitution. Et donc, dans différentes parties de ce projet de programme, y compris en dehors de la Constitution, on parle de cette égalité entre hommes et femmes qui doit advenir donc dans l'Algérie indépendante et qui doit être inscrite dans la Constitution. Et lorsqu'on aborde la Constitution, ce principe est très clairement proclamé. Égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, c'est le terme utilisé. En fait, c'est l'expression de la Constitution soviétique de 1936. Et tous les domaines, et c'est précisé, hein, donc tous les domaines, donc y compris par exemple la polygamie est abolie. Égalité entre hommes et femmes, par exemple, dans les successions. Alors, il faut vous imaginer, par exemple, que Bourguiba et son statut personnel révolutionnaire de 1956, égalité entre hommes et femmes, n'avait pas touché aux successions, qui reste et demeure encore aujourd'hui, là, en 2025, inégalitaire en Tunisie. Et donc, on a un projet véritablement avant-gardiste à l'égard des femmes. Et alors, quand je suis tombé sur ce texte, qui a été très peu commenté, hein, qui a été très peu vu par les différents chercheurs sur cette question du genre et de l'égalité entre hommes et femmes, je suis tombé sur un article de Neil McMaster, qui lui avait travaillé sur la section des femmes de la Fédération de France du FLN, parce que durant la guerre d'Algérie, il y avait une section des femmes qui avait été créée donc vers 1961 au sein de la Fédération de France du FLN, et notamment donc à l'initiative de Rabah Bouaziz, qui était l'un des 5 dans la direction de la Fédération de France, et qui va être animé par Salima Bouaziz, qui était son épouse, qui est toujours vivante. Et cette section féminine de la Fédération de France du FLN, donc qui va commencer à avoir des débats, en fait, il faut savoir qu'en général, toutes ces questions, en fait, toutes ces orientations idéologiques, toutes ces questions relatives à l'organisation des pouvoirs publics, aux droits et libertés fondamentales, elles se posent, bon, certes, elles se posent un peu en 54, en 56, lors des différents congrès du FLN, mais elles se posent essentiellement une fois l'indépendance acquise, parce qu'entre 54 et 62, l'objectif principal, c'est l'indépendance. Et donc, les questions idéologiques vont commencer vraiment à prendre de l'importance au sein du FLN après les accords d'Évian, en fait, hein, après mars 1962, une fois que l'indépendance est pratiquement certaine. Et donc là, cette section féminine, qui avait été déjà créée en 1961, va commencer à avoir des réunions, à entretenir des débats dans lesquels vont être produits à l'occasion desquels vont être produits des documents, et des documents en fait qui font état en fait de revendications tout à fait poussées, hein, tout à fait égalitaires pour l'abolition justement des inégalités successorales, pour vraiment une libération de la femme la plus totale et la plus égalitaire possible. C'est à notre connaissance, les premières revendications égalitaires au sens strict du terme, et les plus poussées, les plus claires, qui apparaissent au sein du mouvement national. Même si auparavant, on avait déjà eu des sections féminines proches du PPA-MTLD, proches de l'Union démocratique du Manifeste algérien, de l'UDMA de Farhat Abbas. On avait eu aussi un certain nombre de déclarations au niveau du mouvement national algérien, le MNA de Messali Hadj. Mais là, c'est totalement exceptionnel, hein. Cette Fédération de France du FLN et cette section des femmes du FLN, c'est vraiment ce qui est le plus poussé en termes de revendications féminines. Et c'est sans doute comme je viens de le dire, les toutes premières revendications pleinement égalitaires, et qui vont se retrouver du coup dans ce projet de programme et ce projet de constitution de façon très claire. Et même si parmi les auteurs connus de ce projet de constitution, on ne connaît aucune femme parmi les rédacteurs de ce projet. Mais
ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait plus généralement une atmosphère assez progressiste, relativement progressiste du moins, dans cette Fédération de France du FLN. Ça, c'est quelque chose d'assez remarquable par rapport à l'ensemble du FLN durant la guerre d'Algérie. Justement, de manière plus générale, on remarque que le principe de la séparation entre la religion et l'État est un élément central dans ce projet. Comment, je ne sais pas comment formuler ma question, et comment expliquez-vous que cette vision-là puisse venir de la Fédération de France? Dans quel contexte et pourquoi ça vient de là? Alors qu'on a d'autres courants idéologiques proclamant une identité religieuse qui était dans le mouvement nationaliste, qui va des oulémas jusqu'au au PCA, qui gardait quand même peut-être un courant traditionnaliste. Mais comment expliquez-vous que justement ce principe de séparation de la religion de l'État soit autant ancré dans cette vision de la Fédération de France du FLN? Oui, alors il faut savoir qu'en fait, moi, à l'origine, et beaucoup d'entre nous, en fait, moi, j'ai connu le projet à l'origine par un article qui avait été publié, qui avait été rapporté, en fait, dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord en 1962, un article donc qui avait paru dans la Dépêche algérienne, hein, qui était le journal le plus diffusé durant l'été 1962 en Algérie, qui était un article donc qui avait été publié au nom des oulémas de l'islam et de la langue arabe, et qui, dans un appel du 21 août donc 1962, avait dénoncé cette fédération qui demande la laïcité de la constitution algérienne. Et on avait appelé au bureau politique, donc à ce moment dirigé par Ben Bella, pour réagir contre ce projet de la Fédération France du FLN. Donc c'est comme ça que j'ai connu à l'origine ce projet de constitution. Et en fait, donc j'ai essayé de faire l'historique de cette revendication de la laïcité au sein de la Fédération de France du FLN. Laïcité, le terme n'est pas utilisé, c'est la séparation du culte et de l'État, pour être précis, même si ça revient au même. Alors en fait, on se rend compte que dès la création de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, il y avait eu un grand débat en fait, donc au début de la guerre d'Algérie, sur le débat sur la question du M, la question de l'épithète musulman, donc lors de la création du GEMA en 1955. Un certain nombre d'étudiants marxisants ou nationalistes s'étaient opposés à l'épithète donc musulman au sein du sigle UGMA, avec cette idée l'idée de revendiquer une Algérie plurielle dans laquelle pourraient se reconnaître aussi bien musulmans que juifs, européens que chrétiens. Et parmi ces étudiants donc opposés à ce M, la crise du M 1955, au sein du GEMA, eh bien, on trouve un certain Abdelaziz Ben Miloud, ancien communiste du Parti communiste algérien, et un autre, un nationaliste du MTLD, qui est Abdelkrim Chitour, qui, tous les deux, vont être parmi les 6 rédacteurs connus du projet de constitution de la Fédération de France du FLN. Par ailleurs, l'UGMA était une chose, et puis il y avait ce qu'on appelait la section universitaire du FLN, qui était directement rattachée au FLN. Et dans cette perspective de l'indépendance, dans cette perspective où les débats commencent à avoir lieu sur qu'est-ce qu'on va faire de cette Algérie indépendante, donc au lendemain des accords d'Évian, eh bien cette section universitaire va avoir une réunion, un congrès à Cologne, en République fédérale d'Allemagne, dans lequel elle va déjà opter pour donc la séparation du culte et de l'État. Et il se trouve que cette section universitaire, on le sait parce que c'est écrit sur la toute première page du projet de programme de la Fédération de France du FLN, cette section universitaire a participé à l'écriture du projet de constitution de la Fédération de France du FLN. Donc voilà un peu pour les influences. Par ailleurs, rappelez que durant la guerre d'Algérie, vous avez dans les textes officiels du FLN, vous avez tout un tas de questions qui se posent sur la place de l'islam et sur la diversité religieuse dans l'Algérie indépendante. Alors, vous connaissez tous la déclaration du 1er novembre 1954 qui appelle donc à la réhabilitation donc d'un État algérien indépendant, souverain, dans le cadre des principes islamiques et dans le respect, c'est souvent ce qu'on oublie, et deuxième partie, dans le respect des libertés fondamentales sans discrimination ni de race ni de confession. Je le cite de tête. Et en 1956, vous avez le congrès de la Soumam qui, lui, ne fait plus aucune référence à l'islam, si ce n'est que tout à fait indirectement. Il parle de musulmans, mais les musulmans, c'était une catégorie juridique durant l'époque coloniale, que l'on soit musulman de confession ou qu'on ne le soit pas. Et
et c'est le fameux CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne du Caire de 1957, qui réintroduira les principes islamiques. Mais grosso modo, la question n'était pas extrêmement claire dans les textes officiels du FLN. Et elle peut faire l'objet d'interprétations multiples. Qu'est-ce que sont les principes islamiques? Et cette question va donc rebondir à l'été 1962 dans l'optique de l'indépendance algérienne. On avait précédemment aussi, au projet de constitution de la Fédération de France du FLN, le Parti communiste algérien qui avait pris position lui aussi pour la séparation du culte et de l'État. Bon, évidemment, c'est moins étonnant du point de vue du Parti communiste algérien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une proposition qui émane du FLN et de la 7e wilaya, qui est très importante dans le combat pour l'indépendance algérienne. Et cette revendication de la laïcité, on va la retrouver aussi dans un autre texte que j'ai retrouvé, celui-ci totalement méconnu et que je vais publier prochainement, qui est le projet du collectif des avocats du FLN. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet du collectif des avocats du FLN, notamment écrit par les avocats Abdessamad Ben Abdallah et Mourad Sdir, qui est un projet, qui sont des avocats qui étaient tous en France durant la guerre d'Algérie, eh bien lui aussi se réclame donc de la séparation de l'État et des confessions religieuses et de la laïcité du pouvoir à tous les degrés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans cette fédération de France, en France, en fait, que va apparaître cette revendication de sécularité pour l'Algérie indépendante. On a 4 projets en fait constitutionnels en 62, 63. Celui de la Fédération de France qui est le tout premier, mai 1962. Ensuite, durant les débats de l'Assemblée constituante, ceux de Ferhat Abbas et du collectif des avocats du FLN, et enfin celui de Ben Bella, celui du cinéma majestique, de juillet 1963. Et 2 donc sont laïques, 2 ont pour proclament l'islam religion de l'État. Donc voilà pour cette question de la laïcité dans le projet de constitution de la Fédération de France du FLN. Remarquez que en fait le fait de proclamer la séparation du culte et de l'État facilite certaines questions, notamment à l'égard de la femme, puisque ça facilite les questions en matière de statut personnel et de succession en faveur de l'égalité. C'est ce qui explique en partie le caractère profondément égalitaire pour les femmes de ce principe d'égalité. Mais au-delà de la religion, vous parlez aussi d'une vision d'une culture nationale authentique qui serait ouverte et en développement. Comment ce projet conciliait-il l'idée d'une identité algérienne forte avec cette ouverture culturelle et en quoi cela diffère-t-il des visions plus figées qui ont prédominé après l'indépendance? Oui, alors le projet de constitution de la Fédération de France du FLN, effectivement, dans ses tout premiers paragraphes, fait état d'une culture nationale authentique, une culture nationale authentique qu'il ne définit pas néanmoins. Nulle part dans la partie précisément relative à la Constitution, cette culture nationale authentique n'est définie, c'est-à-dire c'est une culture nationale authentique en développement, une culture ouverte et non fermée, une culture qui n'est pas définie. Tout au plus, dans le projet de programme, à une reprise, dans la partie programme, pas dans la partie constitution, le projet fait référence à la réhabilitation de la culture arabo-islamique, mais dans tout ce qu'elle a c'est pas le terme qui est utilisé, mais c'est l'idée à peu près, dans tout ce qu'elle a de progressiste et non pas de tout ce qui pourrait apparaître comme une régression. Mais dans la partie relative à la Constitution, il n'y a aucune définition de cette identité précise, ce qui sans doute doit s'expliquer en fait par le côté, par l'influence marxisante en fait du projet de Constitution, c'est-à-dire le fait que pour les marxistes, ces questions-là sont à la fois secondaires et en même temps ouverte en fait, contre tout fétichisme identitaire. Alors l'arabe est proclamé langue officielle et en même temps le projet de constitution affirme que il est possible par la loi de reconnaître d'autres langues. Et moi ce qui m'a beaucoup questionné c'est le pluriel de langues en fait.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on regarde les autres projets de constitution, en fait, il est fait allusion, en fait, dans les trois autres projets de constitution qu'on a, des langues arabes et françaises, y compris dans le projet final du Majestic, dans la Constitution de 63 de Ben Bella. L'arabe est la langue officielle et à titre transitoire, on continue à user du français, de la langue française. Et on retrouve à peu près la même idée, mais avec une plus grande égalité entre les deux langues, dans les projets de Ferhat Abbas et de la Fédération France, le collectif des avocats du FLN, pardon. Donc un bilinguisme qui est reconnu dans ces deux autres projets alternatifs de constitution. Ici, on reconnaît l'arabe comme langue officielle, mais on reconnaît aussi la possibilité d'user d'autres langues par la loi, mais d'autres langues, quelle autre langue que le français pensait-on en 1962 ? L'anglais, pas vraiment à l'époque. Donc, je me suis même posé la question, pourrait-il s'agir d'une forme de reconnaissance un peu implicite et très timide, mais de la langue berbère, en fait, puisque la Fédération de France avait connu, en fait, cette crise dite berbériste, en fait, dite berbériste, qui est une crise dans le nationalisme algérien, sur laquelle il y a des travaux récents qui ont bien éclairé la question, et qui est plus une crise, en fait, de savoir s'il faut passer à la guerre ou s'il faut continuer à participer à des élections qui sont truquées, mais où se pose aussi la question identitaire, mais tout simplement, l'Algérie est-elle seulement arabo-islamique ou est-elle aussi berbère? Est-elle la question de l'Algérie algérienne, en fait, tout simplement. Et il se trouve que, parmi les 6 rédacteurs connus du projet de la Fédération de France du FLN, eh bien, on a un certain Belkacem Ben Yahya, qui avait été impliqué dans la crise dite berbériste de 1949, qui était une plume recherchée du PPA-MTLD, et qui avait à un moment quitté le parti à l'occasion de cette crise, qui s'était opposé à la direction du parti. Et on a un certain Abdelkrim Chitour, qui était journaliste à la radio Kabyle de Paris, donc journaliste berbérophone. Donc, je me pose simplement des questions, dans quelle mesure, outre l'influence marxisante du texte, donc favorable à une identité plurielle, par essence, j'allais dire, en raison des politiques des pays socialistes à l'égard du fait identitaire, du fait culturel, du fait linguistique, une reconnaissance de la pluralité, du moins officiellement, en URSS ou dans les autres pays socialistes. Aussi, s'il n'y avait pas eu une influence de cette fois-ci plus du courant identitariste, en essayant bien sûr de ne pas faire de confusion avec des périodes plus récentes, mais on a sans doute 2 influences, donc une influence marxisante et une influence sans doute aussi de cet Abdelkrim Chitour, journaliste berbérophone, et de ce Belkacem Ben Yahya qui avait été donc impliqué lors de la crise berbériste de 1949, pardon. Donc un projet qui est ouvert sur le plan identitaire, qui est très ouvert en fait, et qui nous parle d'une culture nationale authentique qu'il ne définit pas et qu'il affirme en développement. Alors pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que c'est un débat qui a eu lieu lorsqu'a été mise en place l'Assemblée nationale constituante, notamment lors du projet de loi sur le code de la nationalité, qui est un projet très important et très riche dans les tout premiers débats de l'Algérie indépendante, donc c'est mars 1963. Et ce projet de code de la nationalité, en fait, il affirmait, et in fine c'est ce qui va être retenu, qu'est algérien d'origine celui qui peut attester de 2 ascendants de statut musulman nés en Algérie. 2 ascendants mâles à l'époque, depuis 2005, la femme peut transmettre aussi la nationalité. À l'époque, c'était 2 ascendants mâles. A eu lieu tout un débat parce qu'il y avait 16 députés européens qui étaient présents à l'Assemblée constituante, et certains d'entre eux, comme l'abbé Béranguer, affirmaient vouloir être reconnus comme des Algériens d'origine, parce que plusieurs de ces ascendants, à l'abbé Béranguer, prêtre catholique de l'Assemblée constituante, étaient nés en Algérie. Et par ailleurs, un autre député, un ancien communiste aussi, va intervenir pour dire et qu'est-ce qu'il en est des Juifs d'Algérie qui étaient présents avant 1830. Et va intervenir donc un débat pour savoir la nation algérienne, c'est quoi? Est-ce que la nation algérienne, elle est simplement ancrée et enfermée dans le passé, ou est-ce qu'elle est en développement? Est-ce qu'elle est ouverte vers l'avenir? Et va y avoir tout un débat en fait tout à fait intéressant entre le ministre de la Justice de l'époque notamment et Aït Ahmed qui va
se revendiquer, lui, d'une nation algérienne qui regarde vers l'avenir et pas vers le passé, et en permettant ainsi d'inclure toutes les composantes du nouvel État algérien indépendant. Donc aussi, ce que je veux dire par là, c'est que ce projet de programme, ce projet de constitution, il nous permet aussi d'éclairer un certain nombre de débats qui vont avoir lieu lors des débats de l'Assemblée constituante. Il faut les relier à tous ces débats qui ont eu lieu durant l'année 1962-1963, les tout premiers débats de l'Algérie indépendante. Sur un plan un peu plus politique, et vous l'évoquiez tout à l'heure, le texte propose un exécutif collégial et une subordination de l'armée au pouvoir civil, en opposition au présidentialisme que vous étiez en train de citer tout à l'heure et à la militarisation qui ont marqué l'Algérie de l'indépendance. À votre avis, quelles auraient été les implications concrètes si ce modèle avait été adopté? Alors effectivement, il n'y a pas de président de la République dans le projet de constitution de la Fédération de France du FLN. Et en cela, il est même plus progressiste que le projet communiste du Parti communiste algérien d'avril 1962, qui lui prévoit un président de la République, sans préjuger de ses pouvoirs, qui en toute vraisemblance auraient été symboliques. Mais en tout cas, pour la Fédération de France du FLN, pas de président de la République. C'est un exécutif collégial qui est la tête du pays, qu'on appelle présidium, c'est le modèle soviétique. Et qui donc un exécutif collégial de 11 membres, avec à sa tête donc un président qui n'est qu'un primus inter pares, un premier parmi ses pairs. Exécutif collégial qui est élu par le Conseil national, c'est-à-dire par le Parlement, et pour un mandat d'1 an, donc extrêmement court. Cet exécutif collégial, le président donc, du présidium est élu pour un mandat d'1 an. Cet exécutif collégial, en fait, il faut le ramener pas seulement à l'influence socialiste, c'est une question, en fait, mais du coup, qui a influencé les constitutions socialistes, qui s'est posée dès la Révolution française et en fait, qui s'est posée depuis l'Antiquité. Vous prenez ici même en Afrique du Nord, dans l'Antiquité, à Carthage, vous aviez 2 suffètes, vous n'aviez pas un roi, vous n'aviez pas un président, vous aviez 2 suffètes. Et à Rome, dans la République romaine, vous aviez 2 consuls. C'est l'idée de séparer le pouvoir à travers son exécutif même pour empêcher en fait la monarchie, la tyrannie. Et on va retrouver ça sous la Révolution française en fait, avec un exécutif dans la première constitution donc républicaine de l'an 1, 1793, avec un exécutif collégial de 24 membres, qui va être réduit avec le directoire à 5 membres à la tête donc de la France. Et on va retrouver ça dans les pays socialistes, on va retrouver ça en fait en URSS, c'est ce qu'on appelait le présidium dans la Constitution soviétique de 1936. En République fédérale, en République démocratique allemande, on va parler de Conseil d'État. Jusqu'à il y a peu, il y avait aussi un Conseil d'État à Cuba, par exemple, qui était à la tête de l'exécutif du pays. L'idée, c'est d'empêcher, en fait, vous savez, la monarchie, c'est le pouvoir d'un seul, c'est l'étymologie même du mot en grec. Et l'idée, c'est de séparer le pouvoir exécutif de sorte à permettre une véritable république. Alors, il faut savoir que cet exécutif, par ailleurs, exécutif collégial qui n'est pas élu au suffrage universel direct, surtout pas, tout comme en URSS, pour éviter en fait le césarisme, pour éviter le précédent, Napoléon Bonaparte, vous vous souvenez, le président de la République, premier président de la République française, élu au suffrage universel direct dès le premier tour, tout à fait démocratiquement, et qui 3 ans plus tard a fait un coup d'État contre le Parlement, et un an après, a proclamé l'Empire et a fait sombrer la France dans une vingtaine d'années de dictature, plus ou moins autoritaire et plus ou moins libérale sur la fin. Donc l'idée, c'est d'empêcher le césarisme aussi, c'est d'empêcher l'homme providentiel. Et pour ce qui est de notre contexte plus proprement algérien, on a tendance à l'oublier, mais le FLN, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef au singulier, du moins. Il n'y a pas de secrétaire général du FLN, par exemple, durant la guerre d'Algérie. Il n'y a pas de numéro 1 du FLN durant la guerre d'Algérie. Le FLN il y a des zaïms en naissance. Il y a des zaïms en naissance, mais dans les organes du FLN, dans les constitutions du FLN, dans les institutions provisoires du FLN, il n'y a pas de zaïm, en tout cas textuellement parlant. C'est-à-dire, par exemple, quand est créé le comité de coordination et d'exécution, le CCE, donc en 1956, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, très clairement. Il n'y a pas de président du CCE, par exemple. Et certes, en 1958, quand on crée des institutions provisoires donc de la République algérienne,
1959, pardon. Mais le texte date de 1959, mais qui va organiser donc le GPRA qui avait été créé lui en 1958, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Alors certes, dans le GPRA, il y a un président, mais un président qui n'est qu'un premier parmi ses pairs. Hein. C'est ni Ferhat Abbas ni Ben Youssef Belkhada qui dirigent le FLN. Et au sein du FLN, on a un principe qui est très important et qu'on retrouve dans les textes du FLN, qui est le principe de collégialité. La collégialité, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et par ailleurs, le rejet du culte de la personnalité, on le retrouve aussi, ça, dans les textes du FLN. Hein, on le retrouve dans la Soumam, on le retrouve dans les institutions du FLN de 1959 et de la République algérienne de 1959. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Et justement, ce que tu viens de dire, Akram, cette guerre des Zaïms, en fait, eh bien, ce principe est là pour, en quelque sorte, permettre de passer outre cette guerre entre les Zaïms. Alors, bon, d'abord, le principe de collégialité, c'est contre le culte de la personnalité de Messali Hadj, en fait. Hein. Vous savez, cette accusation qui avait pesé sur Messali Hadj, et qui va être l'occasion donc d'une scission au sein du MTLD, entre centralistes et messalistes, et qui va finalement donner naissance à une troisième voie, hein, celle du CRUA et finalement du FLN, des activistes, des anciens activistes de l'organisation spéciale, hein, le LOS. Donc c'est contre le messalisme. Et puis en 56, cette collégialité, c'est plus seulement contre le messalisme, mais c'est aussi contre, dans la direction justement extérieure du FLN, installé au Caire, vous avez un certain Ben Bella qui est en train de monter, et c'est une façon, en fait, si vous voulez, de ramener à sa place, en fait, l'un des membres du FLN dont vous pouvez présager des ambitions futures assez importantes. Et on retrouvera ça constamment dans le FLN. Par exemple, Mohamed Harbi a publié un texte du ministère du Malg, en fait, hein, au sein du FLN, dans lequel, en fait, il était dit que le fait même qu'il y ait un président, un président donc au sein de ce qui allait devenir, de ce qui était le GPRA, allait à l'encontre du principe de collégialité de 1954. Et en fait, bon, Harbi dit bien qu'en fait, ça visait Karim Belkacem et les ambitions de Karim Belkacem pour diriger pour devenir président ce gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois l'indépendance acquise, alors Karim Belkacem devient député à l'Assemblée constituante, hein, et il va reprendre à son compte le principe de collégialité, mais cette fois-ci contre Ben Bella, lors des modalités d'investiture de Ben Bella en tant que président du Conseil en septembre 1962. Donc chacun utilise un peu ce principe de collégialité, mais contre son opposant potentiel, mais ce qui permet en quelque sorte un certain équilibre au sein du FLN. Et souvenez-vous que durant l'été 62, un seul héros, le peuple, ce slogan-là qui est diffusé aux alentours donc de l'indépendance algérienne au tout début du mois de juillet 1962, un seul héros, le peuple, hein, dans cette zone autonome donc d'Alger, dans cette Wilaya 4, qui va être opposée, donc, comme vous le savez, à l'été 62, notamment à l'état-major général du colonel Boumedienne. Et c'est une façon, en fait, de s'opposer à Ben Bella, en fait, ou du moins d'amoindrir son importance au sein du FLN. Hein. C'est vraiment le rejet. Ali Haroun en parle, hein, dans son été de la discorde, le rejet clair et net du Zaïm au sein du FLN. Et par ailleurs, on a un présidium, mais en fait, ce présidium est symbolique. Ce n'est pas le présidium qui gouverne. Le présidium, c'est un peu la reine d'Angleterre. Ce qui gouverne, c'est le gouvernement. Hein, parce qu'à côté du présidium, on a un gouvernement. Et ce qui est intéressant, ce gouvernement, hein, donc, qui dépend du Conseil national, hein, qui dépend donc du Parlement national, ce gouvernement, c'est à lui qu'appartiennent l'essentiel donc des prérogatives de l'exécutif. Il n'a que des pouvoirs essentiellement symboliques, hein, le présidium. Le droit de grâce ou encore l'accréditation, je crois, si je ne me trompe pas, des ambassadeurs, mais ça relève du symbole. C'est le gouvernement qui dirige la vie politique du pays. Et par exemple, sur la question de l'armée, c'est le gouvernement qui est le chef de l'armée. C'est le gouvernement, pas le présidium. C'est le gouvernement responsable devant le Conseil national qui est chef de l'armée. Gouvernement dont n'est pas mentionné l'existence d'un président. Il n'y a pas de président du gouvernement, il n'y a pas de chef de gouvernement, il n'y a pas de premier ministre dans le projet de constitution. Donc c'est vraiment là encore le principe de collégialité qui s'applique. Et cette question de l'armée, en fait, qui est centrale, comme vous le savez, alors les rappels que tout le monde connaît, mais
au sein du FLN, cette question elle se pose très tôt parce que vous avez un peu une confusion entre Front de Libération Nationale et Armée de Libération Nationale dès 1954. Et en 1956, vous avez le principe de subordination donc des militaires aux civils qui est affirmé par le Congrès de la Soumam, mais qui est abandonné l'année suivante lors du Conseil national de la Révolution algérienne du Caire. Après quoi, quelques mois plus tard, Aban Ramdan, l'initiateur du Congrès de la Soumam, finira assassiné par ses pairs. Eh bien, le projet de constitution de la Fédération de France du FLN est sur la question extrêmement claire. Il parle de soumission donc du pouvoir militaire, des autorités militaires aux autorités civiles. Dans des termes assez clairs. Il le répète à plusieurs reprises en plus dans le projet, avec différentes formules. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce texte, donc, il date de mai 1962, donc il est écrit à la veille du congrès de Tripoli, le projet de constitution de la Fédération de France du FLN, de la session de Tripoli, pardon, c'est pas un congrès. Eh bien, ce texte, il s'inscrit en fait dans une crise qui avait déjà commencé en 60-61 et qui vraiment avait éclaté en 61 entre l'état-major de l'armée du colonel Boumedienne et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et dans cette crise, en fait, la Fédération de France du FLN avait déjà pris parti pour le GPRA, sans doute subodorant une proximité entre Boumedienne et Ben Bella, alors que la Fédération de France était plutôt proche de Mohamed Boudiaf. Et donc, remarquons que dès mai 1962, donc avant même la crise de l'été 1962, avant même la crise de Tripoli, puisque le texte est rédigé auparavant, eh bien, vous avez cette affirmation très claire du principe soumamien dans le projet de la Fédération de France du FLN, à remarquer que le projet de la Fédération de France du FLN cite à 2 reprises explicitement le congrès de la Soumam, donc il se proclame très clairement dans la continuité de ce programme de 1956. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé une mention équivalente de cette idée de subordination, de soumission de l'armée aux autorités, au pouvoir civil désigné par le peuple, dans le projet de constitution du collectif des avocats du FLN, qui sont eux aussi issus de la Fédération de France, donc d'avril 1963, donc déposé à la commission de la Constitution de l'Assemblée constituante algérienne, et qui affirme aussi dans ses tout premiers articles, donc on voit que c'est un point qui est important pour ces auteurs, que l'armée est subordonnée au pouvoir civil et qu'il n'y a pas de pouvoir militaire indépendant. Donc ça, c'est une question absolument très importante qui avait été, ça, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été totalement ignorée de toute la littérature scientifique. Je crois que j'ai été l'un des tout premiers à l'avoir publié déjà dès que j'ai eu connaissance de ce projet de constitution dans mes premiers grands articles, notamment sur l'armée algérienne est-elle un gardien de la Constitution. Et c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de ces propositions du projet de constitution de la Fédération de France du FLN font encore écho aujourd'hui à des revendications qu'on a connues en 2019 lors du Hirak algérien. Justement, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à ce rattachement soumamien, où on parlait de primauté du militaire du civil sur le militaire, mais on parlait aussi de la primauté de l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur. Est-ce que selon vous, ce projet qui est assez spécifique, est-ce qu'il ne reflétait pas les préoccupations spécifiques des Algériens de France, plus que ceux d'Algérie? Parce que la question continue à se poser aujourd'hui. Les Algériens de l'étranger ont-ils le droit d'influer sur le destin commun des Algériens de l'intérieur? Et en quoi le projet de loi de constitution de la Fédération de France était-il rassembleur? Oui. Alors, il faut premièrement remarquer que au sein de cette Fédération de France, dans la direction de la Fédération de France, un certain nombre de militants sont en fait arrivés de fraîche date en France. Ne sont pas des vieux immigrés qui auraient été là en France depuis 10-20 ans en fait. Beaucoup, un certain nombre, en fait, arrivent fraîchement d'Algérie ou du moins du Maghreb. Donc ne sont pas nécessairement, j'allais dire, il faut nuancer l'influence proprement française métropolitaine. En sachant qu'en Algérie même, vous aviez une influence française, ne serait-ce que du fait de la colonisation sur place. Mais l'idée de la métropole, c'est que vous n'aviez
pas nécessairement les préjugés coloniaux. Vous aviez beaucoup moins les préjugés coloniaux. Les Algériens étaient en quelque sorte plus libres en métropole qu'ils ne l'étaient en Algérie pour s'exprimer. D'ailleurs, de là que l'étoile nord-africaine en 1926 et plus tard le Parti du peuple algérien a été créé respectivement à Paris et à Nanterre, hein, qui sont, je rappelle, les premiers partis, hein, l'étoile nord-africaine, le premier parti à avoir revendiqué très clairement l'indépendance algérienne à Bruxelles en 1927. Et c'était ces immigrés algériens. Sauf que là, ce sont des immigrés de fraîche date, hein, faut-il remarquer. Alors, sur cette fédération, on lui avait promis, lors de l'été 1962, un quota de 16 députés. L'idée, c'était que chaque wilaya, parce qu'on avait reconnu le statut de wilaya à la Fédération de France du FLN. La Fédération de France du FLN, il faut le rappeler, elle contribuait à près de 80% au financement du FLN, à près de 80%. À les fameuses cotisations, en fait, des Algériens de France. Donc, elle a joué un rôle vraiment très important, ne serait-ce que sur le plan financier. Et par ailleurs, sur le plan militaro-politique, comme vous le savez, puis en créant un second front, en fait, à partir de 1958, en fait, hein, pour un peu dégager le front algéro-algérien. Cette fédération de France, en fait, comme elle avait pris parti pour le GPRA, finalement, elle va être écartée au lendemain de l'indépendance de la vie politique du pays. C'est-à-dire que, alors qu'on lui avait reconnu initialement 16 députés comme les autres wilayas, dont 5 femmes, je dois remarquer, 5 femmes parmi les 16 députés, hein, dont Salima Bouazizi, ce qui est absolument énorme pour l'époque, hein, c'est un tiers. Hein, bon. Eh bien, à l'été 1962, suite à la crise, en fait, dès la toute première liste des députés à l'Assemblée constituante, publiée donc le 20 août 1962, eh bien, la Fédération de France va être écartée de l'élection des députés. Néanmoins, 6 d'entre eux réussiront à être élus. Mais à l'intérieur des wilayas de l'intérieur, hein, notamment les wilayas donc 3 et 4, l'Algérois et la Kabylie, 4 Algérois, 3 Kabylie, dont Ali Haroun par exemple, ou Boudaoud. Et effectivement, on va avoir en fait l'exclusion de cette fédération de France en fait de la vie politique algérienne après l'indépendance. Va être l'occasion en fait de voir se développer parmi les tout premiers fronts d'opposition, notamment à travers le PRS, le Parti de la Révolution socialiste. Alors vous vous souvenez, je vous avais dit que la Fédération de France du FLN, hein, sur la fin de la guerre d'Algérie, elle est très proche de Mohamed Boudiaf. Et Boudiaf va créer dès l'indépendance, en fait, hein, dès septembre 1962, le Parti de la Révolution socialiste, contre, d'ailleurs c'est même dans les textes, hein, contre la militarisation du pouvoir. Puisque l'état-major général de l'armée arrive par la force, hein, en septembre 1962 à Alger. Il y a une guerre de l'intérieur, hein, entre notamment l'état-major général de l'armée, les wilayas 3 et 4. Cette fédération de France du FLN, elle va voir en fait notamment prospérer ce parti de la Révolution socialiste et par la suite tout un tas d'autres mouvements d'opposition, si bien que pratiquement aussitôt l'indépendance acquise, eh bien, la Fédération de France du FLN va être dissoute, sans même que ses dirigeants n'aient été préalablement informés. Elle va être dissoute car elle était dangereuse pour le nouveau régime en place. Elle va être dissoute donc à l'automne 1962. Et pour être reprise en main par une fédération des Algériens en France, puis en Europe, la fameuse amicale, en fait, l'amicale des Algériens en France et en Europe, qui sera un peu un relais du pouvoir d'Alger en France. Du FLN. Du FLN officiel, puisqu'en fait, le FLN historique va disparaître et exploser durant toute cette période 62-63. Pour rappel, hein, donc, le congrès de Tripoli, déjà, qui est une première fracture au sein du FLN, notamment à travers la question de la nomination du bureau politique. On n'arrive pas à trouver la majorité requise pour un bureau politique qui serait plus ou moins piloté par Ben Bella. La crise de l'été 1962 qui va voir s'affronter différentes parties du FLN, notamment entre le GPRA et le duo, et avec le GPRA de la Fédération de France du FLN, et de l'autre côté le duo, le tandem Boumedienne-Ben Bella. Et vous allez avoir une période de pause, d'accalmie en quelque sorte, avec l'Assemblée constituante, une tentative de mise en place d'une opposition interne
au sein de cette assemblée constituante, notamment des wilayas 3 et 4. C'est pour ça que ces débats sont très riches, parce que c'est peut-être le Parlement, paradoxalement, à une époque où le multipartisme n'existait pas, le Parlement le plus vivant qu'ait connu l'Algérie indépendante. Donc je travaille beaucoup sur ces débats-là. Mais in fine, comme vous le savez, Ben Bella va court-circuiter la souveraineté de l'Assemblée constituante pour rédiger le projet de constitution de l'Algérie indépendante, en faisant rédiger son propre projet de constitution au sein du cinéma Majestic le 30 juillet, fin juillet 1963. Et là, c'est Ferhat Abbas qui va quitter l'Assemblée constituante. Ferhat Abbas qui s'était rallié à l'été 1962 au duo, au tandem Ben Bella Boumedienne, et là qui va s'en séparer, qui va rentrer dans l'opposition de cette indépendance confisquée. Et puis bientôt le Front des forces socialistes qui va apparaître en septembre 1963 et contre justement en fait la constitution dictatoriale. C'est les termes utilisés. C'est à l'époque dans les tracts que j'ai retrouvés justement au ministère de la Défense, aux archives de Vincennes. Insurrection du Front des forces socialistes, donc qui va être rejointe notamment par l'un des rédacteurs, au passage, l'un des rédacteurs du projet de constitution de la Fédération de France du FLN, qui est Aboubacar Belkaïd, donc syndicaliste, et qui va être parmi les fondateurs du Front des forces socialistes. Donc le FLN, en fait, en 1964, lorsqu'il tient son premier congrès, post-indépendant, que reste-t-il du FLN historique? Là est la question. Petite remarque et j'en profite. Ce projet de constitution de la Fédération de France du FLN, à l'origine, il visait à être adopté par le congrès du FLN. En effet, il était question qu'après l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, ait lieu un congrès du FLN qui permettrait justement de régler un certain nombre de questions au sein sur le devenir de l'Algérie indépendante. Pour rappel, Tripoli n'est en fait qu'une session extraordinaire. Et lorsqu'il y a eu cette session extraordinaire de Tripoli, en fait, donc 2 projets avaient été proposés. Il y a le projet de la Fédération de France du FLN dont je viens de parler, mais il y avait aussi un autre projet qui était le projet dit de Hammamet. Il avait été rédigé en Tunisie à Hammamet, et par une commission présidée par Ben Bella, dans laquelle on avait des esprits tout à fait brillants tels que Mohamed Harbi ou Mostafa Al-Sharaf. Mais un texte qui est sensiblement différent que le projet de la Fédération de France du FLN, notamment qui ne parle pas des institutions, qui élude la question de l'armée et qui est assez flou sur certaines questions comme la femme, par exemple, extrêmement flou, qui ne promet pas du tout l'égalité totale entre hommes et femmes dans l'Algérie indépendante. In fine, lors de ce congrès de Tripoli, en fait, de cette session de Tripoli, dans les premiers jours de cette session de Tripoli, va être adopté donc à l'unanimité, y compris par la Fédération de France du FLN, que j'avais du mal à comprendre, mais que j'ai fini par comprendre, que je vais vous expliquer, va être adopté à l'unanimité, en fait, le programme de Tripoli, notamment parce que la Fédération de France du FLN va y ajouter un amendement qui ne figurait pas dans le texte initial, qui est l'option socialiste, en fait, puisque le projet de la Fédération de France du FLN est le tout premier texte du FLN à se réclamer du socialisme. Vous ne trouverez nulle trace auparavant, entre 54 et 62, du socialisme dans les textes du FLN. Et c'est vraiment au lendemain des accords d'Évian, on a d'abord une interview de Mohamed Boudiaf à la Voix communiste, dans lequel en fait il s'affirme en faveur de l'option socialiste, et puis le projet de programme de la Fédération de France du FLN. Et donc on a un amendement, et ça c'est une découverte que j'ai faite. En fait, je me suis rendu compte que l'un des passages du programme de Tripoli, donc in fine le projet de Hammamet tel qu'il va être adopté à l'unanimité, donc lors de la session de Tripoli, le programme de Tripoli, en fait, l'une des mentions relatives au socialisme, j'ai remarqué que tout simplement c'était un copier-coller du projet de la Fédération de France du FLN, en fait. Et on sait par Harbi et par Ali Haroun, on sait par les 2 sources que c'est la Fédération de France du FLN qui l'a proposé lors de cette session extraordinaire de Tripoli. Et donc 2 projets concurrents. La Fédération de France du FLN va accepter en fait le projet de Tripoli, mais avec cette idée que va être publié en annexe en fait à cette session de Tripoli le projet de la Fédération de France du FLN, avec cette idée qu'il devait être rediscuté lors du fameux congrès du FLN qui devait avoir lieu au lendemain de l'indépendance. C'est-à-dire que cette Fédération de France du FLN, elle est révolutionnaire en quelque sorte, elle est avant-gardiste, elle ne s'inscrit pas dans la démocratie formelle qui à l'époque, vous savez qu'à l'époque, évidemment pour nous c'est un peu lointain tout cela, mais à l'époque l'option du parti unique, c'était des choses qui étaient dans l'air du temps, et la Fédération de France du FLN s'inscrit dans l'idée de parti unique.
mais elle cherche à faire adopter son projet non pas par une assemblée constituante, mais par un congrès du FLN, à l'occasion duquel aurait dû être rediscuté le programme de Tripoli et donc à l'occasion duquel il aurait pu être enrichi par le projet de la Fédération de France, puisque le programme de Tripoli n'évoque pas du tout la question de la Constitution, n'évoque pas du tout la question de la collégialité, du présidentialisme, du parlementarisme, rien. Hein, l'armée, même chose, hein, la subordination de l'armée ou pas, rien. L'idée, c'est que devait avoir lieu un congrès. Et que justement, lorsque Ben Bella va s'aborder en fait les débats de l'Assemblée constituante en réunissant dans un cinéma majestique 2000 cadres du FLN choisis par lui en quelque sorte, pour faire adopter son propre projet de constitution qu'il va imposer à l'Assemblée constituante, et ben on a Rabah Bouaziz, l'un des 5 à la direction du FLN et qui va être élu donc parmi les wilayas de l'intérieur à l'Assemblée constituante et qui va rappeler, qui va dire mais on avait dit qu'on ferait un congrès, on avait dit qu'on allait faire un congrès. Et vous êtes en train d'adopter le projet de constitution préalablement à ce congrès. Et finalement, l'idée, c'est qu'en 1964, lorsqu'a lieu finalement ce congrès, c'est déjà une fois la constitution du Majestic adoptée, donc une constitution présidentialiste. Mais et le FLN totalement, en fait, en réalité, un FLN explosé. Un FLN explosé avec le départ de Boudiaf, d'Aït Ahmed, de Khidr, pour rappel, qui quitte la direction du FLN donc au printemps 1963, Ferhat Abbas et là une répression un peu tous azimuts qui commence donc en 63-64. Donc est-ce qu'en 63 voilà, cette nuance à faire, c'est plus le FLN historique, hein. Le FLN historique en 63, il a explosé en fait. Revenons à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, alors que l'Algérie fait face à des questionnements, à des changements de constitution permanents et à des vraies questions après le Hirak de 2019 sur son avenir politique, quelles sont selon vous les leçons qu'on pourrait tirer de ce projet de 62 pour d'éventuelles réformes actuelles ou futures de la constitution algérienne? Bon, très clairement, en fait, le Hirak s'était distingué en fait par une certaine horizontalité. Vous vous souvenez le refus de la représentation, le refus du leadership, le refus de. Et ce qui est intéressant dans ce projet de constitution, c'est justement non pas sa verticalité, mais son horizontalité, hein. La collégialité, le présidium, le gouvernement dont on ignore tout chef, l'idée de le rejet net du culte de la personnalité. Et ce qui va totalement à l'encontre de la présidentialisation progressive que va connaître le pays dès la première constitution du Majestic et a fortiori encore plus à partir de la constitution du colonel Boumedienne. Pour rappel, l'essentiel des pouvoirs que je l'écris dans tous mes articles, mais l'essentiel des pouvoirs que possède le président algérien de nos jours sont ceux issus de la constitution du colonel Boumedienne. Le reste, il ne s'agit que d'artifices, de rajouts, mais grosso modo, l'essentiel remonte à la constitution du colonel Boumedienne en termes d'organisation des pouvoirs publics pour le président de la République. Et face à cette présidentialisation rampante de la vie algérienne, eh bien, le projet de constitution de la Fédération de France du FLN offre une alternative radicale, hein, président de la République. Et même un exécutif, à la tête de l'exécutif, en fait, un présidium reine d'Angleterre et un gouvernement, par contre, un gouvernement qui gouverne réellement le pays et notamment qui est chef de l'armée. Ce qui, dans l'idée de civilisation de l'armée, Civilianisation. Civilianisation, voilà, excuse-moi, hein, une civilianisation, une expression qui t'est chère, justement, est une modalité de cette civilianisation de l'armée, puisque tout simplement, si le gouvernement est le chef de l'armée, que l'armée est responsable politiquement devant le Conseil national, eh bien, c'est que le peuple peut contrôler l'activité de l'armée. Et ce Hirak qui s'était revendiqué par ailleurs d'une Doula Madaniya Machia Askariya, eh bien là on voit en quelque sorte un ancêtre de cette revendication déjà très tôt, dès 1962, dès 1956 avec le Congrès d'Assouma, mais là en 1962, dans un projet de constitution, donc un projet qui vise à concrétiser des options idéologiques, hein, certaines options idéologiques, à les rendre en quelque sorte impératives, applicables. Et c'est pour moi c'est pour cela que pour moi en fait ce projet, moi je l'ai découvert comme je vous ai dit
j'ai posé mes yeux pour la première fois sur ce projet en juillet 2021. Juillet 2021, pour ceux qui s'en souviennent, en fait, c'est la fin du Hirak en termes de manifestations publiques, hein. C'est là où les dernières manifestations publiques ont lieu en mai 2021, dans certaines régions jusqu'à juillet. C'est là où, suite à la répression, le mouvement va être dispersé, grosso modo. Et vraiment, j'étais extrêmement ému, je dois le dire, hein, quand j'ai découvert ce projet, parce qu'en fait, il parlait de l'été 62, mais en même temps, il parlait aussi de ce qui se passait là en cet été 2021. Et pour moi, si vous voulez, il ne s'agit pas de faire un copier-coller, mais ce projet parle encore à l'Algérie d'aujourd'hui. Il offre des solutions et il offre même un enracinement à certaines solutions encore réclamées par la rue algérienne de nos jours. Aussi bien quant à la collégialité du pouvoir, quant à la subordination de l'armée, quant à l'égalité entre hommes et femmes, quant au pluralisme culturel, ce projet devrait être, selon moi, vraiment, en tout cas par toute personne s'intéressant au droit ou à la science politique, s'intéressant à la vie politique algérienne, devrait être connu comme un classique, absolument un classique de l'histoire politique et constitutionnelle algérienne. On va bientôt terminer, mais avant de vous laisser partir, j'aurais vraiment aimé vous faire un exercice qui est celui de résumer en une phrase l'importance du projet de constitution de la Fédération de France par rapport à l'Algérie contemporaine, mais aussi à l'histoire de l'Algérie. Tout simplement, pour résumer, ce projet de constitution de la Fédération de France du FLN, c'est le dernier paragraphe de mon article, et il permet ainsi de redécouvrir une autre indépendance algérienne et constitue dès lors une étape majeure, aussi bien dans l'histoire de la pensée politique et constitutionnelle algérienne que dans l'histoire de la Fédération de France. D'après l'un de ses rédacteurs, donc Ali Haroun, ses dirigeants à la Fédération de France du FLN avaient probablement 50 ans d'avance sur les masses, dans une interview qu'il a faite à la fin des années 60. Et à plus d'un demi-siècle de distance, de nos jours, en 2025, plusieurs des propositions de ce projet de programme répondent encore aux revendications d'un hirak horizontal qui se réclamait de la souveraineté populaire et d'un état civil non militaire, un hirak sur les pancartes duquel on pouvait lire que l'année 1962 avait été celle de l'indépendance du pays et que l'année 2019 serait celle du peuple algérien. Sur ce, Massen Sencherbi, merci beaucoup. Merci d'être venu et merci pour cet article enrichissant que vous retrouverez sur le site de Rosa Sur le Luxembourg. site de la REM, la Revue des mondes musulmans de la Méditerranée, il est en libre accès. Et j'en ai fait aussi une petite recension sur le site Rosa Luxembourg, rosaluxna.org. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.